Pas de souci, nous allons commencer doucement. Bonjour à tous. Je vous remercie de votre présence, les participants, les intervenants, notre modérateur du jour qui est Samuel Laval et qui s'est beaucoup investi sur le sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Et merci aussi à notre interprète, Ouna, qui fait la traduction en live français-anglais. Merci aux intervenants de ne pas parler trop vite pour qu'elles puissent faire la traduction. Quelques rappels techniques. Justement, pour l'interprétation anglais-français, il faut cliquer en bas à droite de votre écran sur le globe. Vous pouvez aussi vous présenter, envoyer vos questions dans le chat et nous tenterons d'y répondre en fin de session. Je vous rappelle que cette session est enregistrée et sera rendue disponible en replay sur notre site et notre chaîne YouTube. Just switching to English, if you still didn't see, you can click on the globe. Passe au français. Si vous n'avez pas vu, vous pouvez cliquer sur l'icône globe pour choisir la langue de votre choix, français-anglais. Rapidement, sans prendre trop de temps, je vais vous présenter l'association Climate Chance, qui est une plateforme internationale qui rassemble des acteurs non étatiques du climat. Donc, par acteurs non étatiques, on entend tout ce qui est collectivité locale, entreprises, ONG, chercheurs, associations de femmes, associations environnementales, etc. Nous sommes là pour soutenir finalement l'action de ces acteurs-là au niveau territorial, l'action climat, en travaillant sur 3 axes principalement. Tout d'abord, l'information, l'accès à l'information via un site internet qui est bilingue où nous publions absolument tout en français et en anglais et toutes nos activités sont menées dans les 2 langues. L'autre axe, c'est celui de la mobilisation des acteurs, de ces acteurs non étatiques du climat via des sommets, des événements présentiels mais aussi virtuels depuis 2020 avec un succès finalement assez marqué de nos ateliers virtuels auxquels nous ne nous attendions pas forcément. Et du coup, nous mobilisons notre communauté autour de ces activités, notamment dans le cadre de coalitions thématiques sur différents secteurs. Et enfin, l'autre pilier et celui pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui, c'est celui de l'analyse climat, de l'analyse de l'action climat via des publications que notre observatoire Climate Change réalise chaque année. Donc, c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. L'Observatoire Climate Change publie cette semaine son édition 2020 du bilan mondial de l'action climat par secteur. Nous en sommes à la 3e édition. Ce bilan 2020, ce sont 250 pages en français et en anglais qui donnent un panorama des actions climat mises en œuvre dans le monde entier sur 6 continents, dans différents secteurs d'émissions. Nous nous basons pour cette publication sur plus de 500 sources qui offrent ainsi une lecture quantitative et qualitative de l'évolution des émissions mondiales de gaz à effet de serre dans différents secteurs. Et aujourd'hui, donc, cette table ronde est justement pour entrer un peu plus en détail sur un secteur, celui de l'industrie textile, dans ce débat qui nous permettra de discuter du sujet en nous appuyant sur les enseignements de ce bilan que nous lançons cette semaine. Donc, nous continuons à tirer le fil finalement de notre problématique de la semaine qui est le Covid a-t-il grippé ou accéléré les stratégies climat? Donc, pour entrer dans le détail des enseignements de notre bilan sur ce secteur, je laisse la parole à Samuel Laval. Merci Samuel. Bonjour, merci beaucoup Romain, merci à tous les intervenants d'être là et à tous les participants à cette discussion. Donc effectivement, je vais vous présenter pendant une petite dizaine de minutes les grands enseignements de ce chapitre, de cette section sur l'industrie textile. Alors, à noter que la section industrie comporte
deux focus, un sur l'industrie textile et l'autre sur l'industrie de l'acier. Voilà, donc on a choisi aujourd'hui de faire cet atelier sur l'industrie textile. En plus, on est Black Friday en France, donc c'est le moment. On a appelé cette section, alors mon PowerPoint, voilà, mode et Covid-19, la fast fashion accélère son recyclage. Tout d'abord, à propos des émissions globales du secteur, on s'est vite aperçu en commençant à travailler sur ce rapport qu'il y avait beaucoup d'estimations différentes du bilan carbone global de l'industrie, de la mode, du textile. Alors parfois, c'est le textile en général, avec le textile de maison et le textile industriel. Parfois, c'est seulement les habits. Mais est-ce qu'il y a les chaussures? Est-ce qu'il y a les habits? Voilà, ça, c'est les périmètres changent souvent. Donc, il y a beaucoup de sources et beaucoup de chiffres différents. Et alors, celui qu'on a décidé de mettre en avant dans ce rapport, c'est le plus récent, qui nous vient d'une étude du Global Fashion Agenda et dans une étude parue en août, qui, eux, estiment les émissions sur l'ensemble du cycle de vie de toutes nos chaussures et vêtements à 2 gigatonnes d'équivalent CO2 en 2018. Donc, c'est une contribution très significative au réchauffement climatique, puisque c'est à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre. Et ce qu'on peut voir dans ce graphique à droite, c'est que c'est les phases de production qui sont les plus responsables des émissions, avec notamment la phase de production des matières premières et notamment la fabrication du polyester, qui est une fibre synthétique, donc en plastique, fabriquée à partir grâce à l'industrie pétrochimique, et donc qui repose sur la transformation de pétrole très émetteur. Donc, que font les acteurs? C'est à ça qu'on a essayé de répondre dans ce rapport. C'est la ligne de ce rapport Climate Change. Que font les acteurs pour essayer de réduire l'impact de ce secteur? Alors, tout d'abord, les producteurs. On a classé leurs actions en 5 types d'actions. Alors, d'abord, les actions sur les matières premières, le choix de matières premières qui ont moins d'impact, comme le chanvre, le lin, le coton bio. Et alors, cette catégorie de Preferred Cotton qu'a créé Textile Exchange pour regrouper un peu toutes les initiatives pour essayer d'améliorer la production de coton et qui progressent nettement. Tout comme le coton bio, dont la part a doublé en 6 ans, mais à la fin, ça ne fait quand même que 1% du coton produit. Une autre manière de réduire son impact, c'est d'agir sur les procédés de traitement et de teinture. Alors, on a parlé de l'étude de Global Fashion Agenda, mais il y a une autre étude qui est sortie quelques années plus tôt de la société de conseil Cantis, où eux, ils voient cette phase de traitement et de teinture comme la plus émettrice, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Donc là, j'ai mis des exemples de procédés développés par Nike ou Archroma. Ensuite, la réduction des émissions liées au transport. On sait aujourd'hui que les circuits de production sont organisés en silos et sur l'ensemble de la planète. Et donc, nos habits parcourent de nombreux kilomètres avant d'arriver dans nos magasins et chez nous. Donc ça, on en reparlera évidemment avec nos invités. Et c'est toujours là, selon une étude menée par McKinsey après le confinement, montrait que les producteurs et les marques pensaient à essayer de reconcentrer leur circuit de production géographiquement parce que justement les différentes vagues successives de confinement pendant la pandémie ont mis à mal le secteur. On va y revenir bien sûr pendant l'atelier. Ensuite, des actions pour agir sur la durabilité des habits. Depuis 2000, la production des habits a augmenté, a doublé. Et dans le même temps, notre utilisation des habits a baissé de 15%. Donc, il y a des marques qui essayent d'adopter des designs plus sobres pour que l'habit ait moins de chances d'être démodé, ou alors qui offrent des services de réparation. Notamment, il y avait eu la marque Patagonia qui avait fait
qui fait le One World Tour, où ils vont sur place pour aider les gens à réparer leurs habits. Il y a des marques qui organisent leur production selon des précommandes pour éviter d'avoir des surplus. Et puis des marques qui mettent en place des services de location d'habits. Et enfin, tout ce qui est l'économie circulaire. On sait aujourd'hui qu'il y a moins de 1% des habits jetés qui sont recyclés en nouveaux habits et 12% qui sont downcycled, ça veut dire sous-cyclés, c'est-à-dire recyclés en torchons ou en tout cas en produits de moins bonne qualité. Donc, pareil, là, il y a des circuits de production qui émergent et qui se reposent sur des matériaux recyclés. Et j'ai mis aussi cet exemple d'un pantalon compostable développé par la marque suisse Freitag. Mais alors, par exemple, pour ces circularités, en fait, on voit que les études qui attestent de l'effet bénéfique des circularités, en fait, calculent les impacts évités. Et donc, en fait, ces impacts évités sont par rapport aux circuits de production conventionnels qui, eux, sont très émetteurs. Et donc, si l'ensemble des circuits de fabrication en général étaient sobres, peu émetteurs et peu énergivores, les impacts des circularités ne seraient pas forcément les mêmes. Donc, ça montre la nécessité aussi d'opérer un grand changement dans la manière dont sont produits les habits, dans la manière dont on consomme. Et donc, finalement, ça amène à se poser la question, est-ce que toutes ces actions, est-ce que c'est simplement des ajustements à la marge ou est-ce que c'est vraiment les premiers pas d'un grand changement? En ce qui concerne les consommateurs, le grand changement qu'on peut observer depuis quelques années, c'est l'explosion du marché de seconde main qui, selon la marque américaine ThredUp, la plateforme américaine, pourrait être 2 fois plus grand que celui de la fast fashion dans 10 ans. Et enfin, les secteurs publics peuvent encourager ce genre de tendance, par exemple par la mise en place de responsabilités élargies du producteur. Il y en a une en France depuis plus d'une dizaine d'années maintenant et qui va bientôt être généralisée à l'ensemble de l'Union européenne dans le cadre du Green Deal. Et puis, il y a cet exemple où en Suède, le gouvernement a réduit la taxe sur la valeur ajoutée des services de réparation, donc voilà, qui peuvent encourager ce genre de logique. Donc voilà pour les tendances qu'on a pu relever générales sur ces dernières années. Et bien sûr, cette année, le Covid. Alors, pendant les premiers confinements du printemps, il y a eu des déclarations, beaucoup de déclarations des acteurs de la mode, du textile, pour appeler à repenser le système. Donc, par exemple, là, je vous ai mis une citation d'un communiqué des 2 organisateurs des Fashion Week de New York et Londres. Et puis, on voit que cette volonté était appuyée par les préoccupations des consommateurs, où là, vous voyez les résultats d'un sondage où les consommateurs expriment une volonté de changer leurs habitudes de consommation à la suite du Covid-19. Donc voilà, on va un peu se demander à quel point, comment le Covid a bousculé toutes ces tendances. Est-ce qu'il a accéléré ou grippé les stratégies climat des acteurs dans l'industrie textile? Donc pour en parler, on a le plaisir d'accueillir 3 intervenants. Alors tout d'abord, Carrie Sommers, qui est fondatrice et directrice des opérations de Fashion Revolution. Bonjour. Thomas Uriez, qui est fondateur et directeur de la marque 1083. Et enfin, Mirela Orlovic, qui est professeure à Sciences Po en Sustainable Luxury and Marketing et fondatrice de Urban Meisters. Merci beaucoup à tous les 3 d'être avec nous. Alors, je vais commencer. Je vais enlever mon PowerPoint. Et je vais commencer par une question pour vous, Carrie Sommers. Donc, il y a des problématiques environnementales dont on vient de parler et climatiques. Il y a aussi les problématiques sociales dans le secteur textile.
Notamment, il y a ce tristement célèbre accident du Rana Plaza au Bangladesh, où plus de 1100 personnes ont perdu la vie lors de l'effondrement d'un bâtiment abritant des sous-traitants textiles de grandes marques occidentales. Et pour vous, ça a été le déclic qui vous a poussé à fonder Fashion Revolution. Et alors, ma question, c'est à quel point, à ce moment-là, quand vous fondez Fashion Revolution, les problématiques environnementales et climatiques sont présentes dans la société en général, mais aussi, du coup, dans la création de Fashion Revolution. Est-ce que, dès le départ, c'est naturel de les aligner avec les combats sociaux, ou est-ce que c'est des thèmes qui sont venus après coup? Oui, bonjour Samuel. Et, je suis désolée, mais je vais donner mes réponses en anglais. Donc, Fashion Revolution was, as you said, Fashion Revolution, comme vous l'avez dit, a été établi après l'accident qui a eu lieu à Rana Plaza au Bangladesh. Et il a été très clair pour moi à cette époque que l'industrie de la mode avait besoin d'un changement assez révolutionnaire. Et c'est pour ça que Fashion Revolution est née. Et nous sommes devenus les activistes les plus actifs dans le monde. Nous voulons mobiliser les citoyens, les industries et ceux qui mettent en place les politiques. Nous voulons toucher l'éducation, faire un travail de plaidoyer. Et donc, c'était une tragédie humaine à la base. On a vu à quel point il y avait un impact humain sur la mode et on voulait utiliser, donc oui, ces problématiques, mettre ensemble ces problématiques-là, parler de l'exploitation humaine des écosystèmes que nous voyons tout autour de nous dans l'industrie de la mode aujourd'hui. Les produits de millénaires de colonialisme, d'exploitation. Et je crois que the human and environmental prosperity are often seen as being isolated and disconnected. L'interprète s'excuse, il y a un problème de son. Alors, l'industrie de la mode dévalue les voix de beaucoup de groupes minoritaires, de personnes de couleur, d'une perspective, c'est vu d'une perspective de personnes venant du monde de l'Ouest. En fait, alors, il y a des grands pollueurs et on ne peut pas permettre les entreprises à continuer à faire des profits alors que d'autres ont du mal et se battent pour vivre de façon digne. C'est pour ça qu'on a créé cela. Je veux aider l'environnement et cela vraiment dépend de la santé de la planète. Donc, plus tôt cette année, lorsqu'on a vu qu'il y avait des masques dans le Pacifique, il y a une île la moins habitée dans le monde. Il y a eu une recherche scientifique qui a été effectuée par rapport tous les éléments chimiques qu'on retrouve dans la mer et ça a été tout à fait choquant. C'est à cause de tous ces masques qui sont jetés, qui se retrouvent dans la mer. Donc, ce sont des sources primaires et secondaires de pollution, tout comme les plastiques. Donc, ces particules plastiques entrent dans notre corps aussi. À chaque fois qu'on boit un verre d'eau, quand on mange des fruits de mer ou des poissons, donc elles peuvent affecter notre santé, notre fertilité également. Donc, il faut regarder les choses de façon plus holistique, penser à la santé, aux droits de l'homme également, à la nature et comment tout est lié, imbriqué. Il est temps de le faire parce que l'année prochaine, la Fashion Revolution sera bonne relation et la révolution, on va voir comment les droits de l'homme et les droits de la nature sont interconnectés et interdépendants et comment il faut penser à nos relations aux uns aux autres, à la mode, aux vêtements et au monde dans son ensemble pour notre propre prospérité et pour le bien-être des hommes. Est-ce que vous m'entendez? T'entends. Ouais. Merci beaucoup. Justement aussi,
Thomas Huriez avec 1083, vous essayez d'adopter aussi cette approche holistique en liant problématiques sociales et problématiques environnementales. Moi, je vous ai connu dès le lancement de 1083 parce que je connais bien Porspoder, qui est une ville en Bretagne où j'ai des attaches familiales et qui constitue l'un des points extrêmes avec la ville de Menton, des 1083 km qui séparent les deux villes les plus éloignées de France, si je me souviens bien. Et parce que justement, votre projet, dès le départ avec 1083, en tout cas tel que je l'ai connu, c'est de mettre en place un cycle de production entièrement en France. Et donc, on vous a tout naturellement cité dans notre rapport, dans la partie sur la relocalisation des activités, parmi ces 5 types d'actions qu'on a relevées. Mais en fait, vous êtes aussi actif sur plein d'autres plans. Et donc, ma question, ce serait justement, où est-ce que vous trouvez que le ratio facilité et impact en termes d'action est le plus intéressant? Qu'est-ce que, par exemple, vous recommanderiez à une marque de vêtements de mettre en place dès demain prioritairement pour réduire son impact environnemental et climatique? Bonjour à tous. Je dirais qu'il n'y a pas de chemin universel. Je pense que tout le monde aujourd'hui va au même endroit, en réalité, avec un monde plus durable au niveau économique, au niveau humain, au niveau écologique. Pas plus durable d'ailleurs, factuellement durable. Aujourd'hui, le monde tel qu'il n'est pas factuellement durable. Il n'est pas construit pour durer, puisque on va épuiser des ressources limitées. Donc, le but, c'est de créer un monde durable. Et en fait, tout dépend du départ. Bon chemin dépend du point de départ. En fait, on a tous le même point d'arrivée. Maintenant, tout dépend du point de départ. On a créé notre marque en 2013, où on fait la promesse de fabriquer des jeans à 3 km à la diagonale entre les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone, et pas de la France, parce que la France, c'est plus riche que la métropole. Et donc, ça va de Menton par là, en Bretagne, jusqu'à Porspoder par là, dans le sud-est de la France. Mais derrière cette notion de kilomètre, en fait, ça cache la notion de proximité. Parce qu'en fait, on voit tous que notre monde, il part un peu dans tous les sens, il n'est pas très raisonnable. On est très intelligent, mais on n'est pas très raisonnable. Et du coup, ça me fait faire des excès, un monde qui ne marche pas très bien. Et moi, j'ai cherché qu'est-ce qui pouvait nous amener à la raison, en quelque sorte. Et en fait, les leviers rationnels pour nous amener à la raison, ils ne sont pas très excitants. Pour ceux qui fument, ils voient que fumer tue. Pour ceux qui prennent la voiture, ils voient qu'il ne faut pas dépasser certaines limitations de vitesse. Pour ceux qui mangent, c'est un peu le cas de nous tous, il ne faut pas manger trop gras, trop sucré, etc. Et on le sait. Et pourtant, on ne respecte pas tout le temps ce qui est raisonnable de faire. Et c'est normal, on n'est pas des robots, on est des êtres humains. Et donc, tant qu'on est des êtres humains et pas des robots, et donc le plus longtemps possible, j'espère, il faut que, avant d'en arriver à des réponses rationnelles, il faut qu'on trouve des leviers irrationnels, émotionnels, pour amener les gens à faire des choix plus vertueux. Et il me semble qu'un des leviers, si ce n'est le levier le plus puissant pour amener les gens à faire des choix plus vertueux, c'est la proximité. Vous citiez le Rana Plaza. Le Rana Plaza, si c'était effondré à côté de Romande ou à Paris, ou à Londres, ou à New York, il y aurait des monuments extraordinaires pour saluer la mémoire de ces 2000 couturières qui sont mortes. Là, c'est au bout du monde, au Bangladesh. Donc, en fait, on a été touché un jour, pour ne pas dire une heure, quand on a eu toutes vos infos. Mais en fait, on aurait été beaucoup plus touché si c'était près de chez nous ou voir si on avait la famille qui avait travaillé dans cette usine. Et donc, moi, je crois que la proximité, c'est très puissant et pour l'émotion que ça procure. Alors, en négatif quand il s'agit d'un drame, mais en positif aussi quand il s'agit de consommation. Parmi vous, peut-être il y en a qui aiment bien le vin. Et bien, vous achetez la même bouteille de vin au supermarché. Elle a un certain prix et un certain goût. La même bouteille de vin que vous achetez chez le vigneron, après l'avoir rencontré, avoir appris son métier, qu'il vous expliquait, fait visiter son exploitation, c'est magique. Cette même bouteille de vin, elle est meilleure et elle est moins chère que la même, au même prix et au même goût en supermarché.
Donc, moi, je crois beaucoup à la proximité. 1083, c'est une marque de proximité. Ça veut dire que plus on grandit, plus on va être capable de régionaliser la production près de nos clients. Et plus on grandit, plus on va être capable peut-être un jour d'exporter, non pas les jeans, mais ce concept de proximité pour produire peut-être au Bangladesh des jeans 1083 fabriqués au Bangladesh. Mais envoyer au Bangladesh des jeans made in France, c'est aussi con qu'envoyer en France des jeans du Bangladesh, en quelque sorte. Donc, c'est cette société multilocale sur laquelle on veut travailler, que l'on travaille depuis 7 ans, avec une mission qui est au cœur de nos statuts, qui est d'amener chacun à produire et consommer dans l'économie circulaire. Donc, tous les profits qu'on fait, ils sont routés, investis dans l'économie circulaire. Et ils nous ont amené à faire 3 projets. Le premier, c'est un pull qui s'appelle Volontaire, qui est fait avec les sapeurs-pompiers, justement pour promouvoir le volontariat chez les sapeurs-pompiers, et qui est fait à partir de vieux vêtements de pompiers, qui est donc recyclé. Ensuite, on a un projet qui s'appelle la gamme Infini, le jean Infini, qui sont des jeans monomatières en polyester recyclés, donc issus des bouteilles plastiques et des déchets de mer, que l'on enferme dans une boucle d'économie circulaire, puisque ces jeans, ils sont bien sûr recyclés, mais ça, ce n'est pas du tout innovant. Ça fait 30 ans qu'on trouve des vêtements recyclés partout dans le monde, notamment les polaires. Ces vêtements recyclés, on les crée pour qu'ils soient facilement recyclables. Et donc, pour ça, on les fait monomatières. Donc, même le fil à coudre est en polyester recyclé, même le bouton, tout est monomatière, de telle sorte à ce qu'en fin de vie, il soit très facilement recyclable. Et donc, pour le recycler, parce que c'est bien beau de dire qu'un vêtement, c'est recyclé et recyclable, ça l'est à condition de le récupérer en fin de vie. Et donc, pour le récupérer, on va consigner le jean, c'est-à-dire que le jean, on le vend 100 € plus 20 € de consigne, de telle sorte à ce qu'en fin de vie, on soit sûr de récupérer le jean en rendant ces 20 € au consommateur. Et le troisième projet d'économie circulaire que l'on est en train de mettre au point s'appelle Mon Coton. Il consiste à devenir producteur de notre matière première en France, le coton, non pas en plantant des champs de coton, parce qu'on n'a pas encore le climat, mais à cause du réchauffement climatique, peut-être ça viendra. Il faut tout faire pour l'éviter. Donc, pour éviter de planter du coton en France, il faut qu'on apprenne à industrialiser le recyclage du coton. Et donc, le projet Mon Coton vise à extraire le coton de nos vieux jeans, de nos poubelles en quelque sorte. Donc, ça, ce sont les 3 projets phares au niveau de l'économie circulaire. Et après, au niveau humain, on est guidé par nos valeurs, qui sont le mot être, le E d'efficacité, parce qu'on est ambitieux pour nos idées et on veut les développer. Transparence, que l'on se doit à nous-mêmes, dans l'équipe, à nos clients, à nos fournisseurs, à tout le monde. Le respect des gens, de l'environnement et l'enthousiasme, parce qu'on passe tous au moins 7-8 heures par jour au boulot, et c'est quand même emmerdant de s'ennuyer au boulot. Donc, autant trouver un projet qui fait sens pour soi et dans lequel on se réalise. Et donc, c'est ça le cadre 2083. C'est merveilleux dit en 2 minutes. C'est plein de travail, plein de galères, plein de difficultés. Il y a des aléas, il y a plein de trucs chiants, il y a des cons, il y a de tout. C'est la vraie vie. Mais il y a ce cadre-là, ce chapeau qui nous tient tous et qui nous motive. Merci beaucoup. Donc, ça nous donne un beau panorama aussi d'actions qui sont possibles de la part de marques pour réduire les impacts. Et alors, il y a une autre catégorie de stratégie climat, ce sont les engagements sur des trajectoires d'émissions carbone, donc neutre en carbone, net zero carbone. Et alors, on en a parlé un petit peu à part dans le rapport, parce que la ligne éditoriale de ce rapport Climate Change, c'est se concentrer vraiment sur l'action réalisée, non pas sur les engagements. Mais il n'empêche, c'est quelque chose qui apparaît de plus en plus depuis quelques années, surtout chez les grandes marques. Je crois que la dernière, c'est Walmart aux États-Unis qui a déclaré avoir pour objectif la neutralité carbone avant 2040. Et alors, je me tourne vers vous, Mirela Orlovic. En préparant cette discussion, vous m'avez parlé de ces engagements comme des exemples, selon vous, de greenwashing. Et justement, vous avez, avec Urban Meisters, fondé un collectif No Greenwashing. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus et puis nous expliquer pourquoi vous qualifiez ces engagements de greenwashing? Yes, of course, with pleasure. So, first, Bien sûr, avec plaisir. D'abord, j'aimerais vous décrire le contexte. Quand j'ai commencé à travailler, cela a mis beaucoup de temps pour que les gens prennent conscience des problèmes climatiques, des effets. Donc, l'objectif au début était de créer un espace pour les consommateurs afin d'échanger et de trouver des solutions pour les aider à être plus durables et
des solutions meilleures pour la santé. Au cours des 5 dernières années, on a vu des startups et des groupes qui accompagnent pour cette transition vers une meilleure et une consommation plus durable. Nous avons vu que ce qui s'est passé au cours des 5 dernières années, est très enthousiasmant parce qu'il y a une grande dynamique qui a lieu et partout, des groupes importants font pression et réagissent déjà, et tout le monde commence à parler des bonnes choses, d'être plus durable, plus éthique. Mais malheureusement, ce que j'ai vu, et avec mes cofondateurs aussi, c'est que ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de terminologies qui sont utilisées pour parler d'actions plus durables, mais elles montrent simplement une partie du tableau. Et donc, vous en avez parlé un petit peu dans l'introduction, Carrie en a parlé sur l'interdépendance de nos écosystèmes. Donc, ces affirmations comme être neutre au niveau carbone ou être zéro carbone sont parfois dangereuses. Pour m'expliquer, laissez-moi parler de ce qu'est le greenwashing. Greenwashing veut dire qu'une marque explique qu'un produit est plus durable, plus éthique qu'il ne l'est vraiment. Cela peut être fait de façon intentionnelle ou non intentionnelle. Ce qui est important, c'est que les consommateurs comprennent ce que représente ce produit d'une manière ou d'une autre. Donc, quand on dit neutre en carbone, un consommateur lambda se dira: super, il n'y a plus de problème, puisque le produit que je vais consommer ou la marque auprès de laquelle je me fournis ne produit pas de carbone, ce qui est faux. Ce que veut dire neutre, zéro carbone? Et affirmer cela, il faut d'abord effectuer des mesures. Et vous l'avez dit dans votre rapport, c'est très compliqué. La chaîne d'approvisionnement, la mode, il y en a partout dans le monde. Alors, pour mesurer l'empreinte carbone, c'est déjà très complexe et c'est un grand défi. Donc, disons que vous le faisiez de façon très précise avec des partenaires que vous avez cités de nombreuses fois dans vos rapports. Disons que vous faites les choses bien. Eh bien, comment allez-vous arriver au zéro carbone? Il faut le faire de deux manières. D'une part, ils vont réduire leurs émissions de carbone, ça c'est la façon de procéder, mais ils ne peuvent pas totalement effacer la production d'émissions carbone parce qu'il y en a forcément lorsqu'on produit. Donc, je ne vais pas aller trop en détail parce que c'est un domaine assez complexe, mais la compensation de carbone veut dire que vous allez investir dans des technologies de réduction des émissions. Donc, cela peut être pour un projet de reforestation, par exemple. Ce qui est difficile ici, c'est également de choisir la bonne activité. Là où on peut dire, oui, ici, voilà, ce sont des qualités, des valeurs dans lesquelles on veut s'impliquer. Mais la neutralité carbone est une affirmation. Elle ne dit pas combien d'utilisations vous avez utilisé, combien d'eau a été polluée, qu'est-ce qui a pollué ou attaqué la biodiversité et quels impacts et pour combien de temps l'impact de ce produit que vous allez acheter. Donc maintenant, vous pouvez vous dire la mode, quel est l'impact sur la santé, mais elle a un impact énorme. Les microplastiques, comme on l'a dit, sont un tiers de tous les microplastiques arrivent dans les océans. Mais je voulais également vous alerter sur les différents types de matériaux, matériaux parfois recyclés. On a parfois vraiment peu d'informations pertinentes sur l'influence sur la santé et notre système hormonal en particulier. En portant des plastiques recyclés sur la peau, lorsque je l'utilise et le contact sur ma peau de ces plastiques recyclés pénètre dans mon corps, on ne sait pas. Là aussi, je crois qu'on devrait faire attention.
Donc, vous voyez, pour conclure, je comprends très bien les affirmations de neutralité carbone, mais il faut pouvoir améliorer les améliorations. Et je crois que le besoin est là. Il faut avoir des objectifs, il faut pouvoir mesurer les progrès, mais il faut également faire très attention à la façon dont nous les utilisons et comment nous les communiquons. Parce qu'il y a beaucoup de consommateurs et qui pourraient prendre les mauvaises décisions lors des achats. Ils pourraient se dire, très bien, j'ai acheté un produit qui est zéro carbone et je ne dois rien faire d'autre à part ça, comme vous l'avez dit très clairement. 23% de l'empreinte carbone est réalisée durant l'utilisation. Donc, c'est très important de réduire ces émissions et de faire des efforts pour la réduction de ces émissions. Merci beaucoup. Justement, Carrie Summers, une manière d'éviter le greenwashing et de suivre les engagements des marques, c'est d'avoir un accès clair à l'information. Et alors vous m'avez dit que vous avez notamment publié récemment avec Fashion Revolution l'édition 2020 du Fashion Transparency Index. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en retenez? Est-ce que les marques donnent suffisamment accès à leurs données et est-ce qu'elles connaissent seulement leurs données, leur propre impact? Yes, I mean, as you say, Oui, comme vous l'avez dit, c'est la 5e édition qui a été publiée pour la transparence, le Fashion Transparency Index. Et il y a donc ça englobe 250 des plus grandes marques de la planète. Alors, il y a de nombreuses raisons à faire cela. Nous voulions comparer les niveaux de transparence parmi les plus grandes marques de mode. Nous voulons les encourager à faire des comparatifs plus détaillés d'informations pour évaluer les différentes marques et analyser les tendances par rapport à la transparence dans l'industrie. Et la transparence rend les choses plus faciles pour tous, pour toutes les parties prenantes importantes, pour savoir qui est responsable et comment arranger les choses, comment les réparer. Donc, il faut avoir plus de responsabilités, bien sûr, ce qui mènera à un changement éventuellement. Et parfois, alors on peut publier des informations, mais en fait, qui n'auront pas forcément d'impact. Il y a d'autres marques qui pourraient faire des choses qui ne sont pas forcément sues, faire des efforts dont on ne communique pas. Et c'est important de ne pas mélanger les choses au niveau de la durabilité. La transparence, ce n'est pas juste pour parler de transparence. Il faut que les entreprises puissent faire part de ces efforts avec des actions détaillées. Lorsqu'on regarde 5 domaines spécifiques, par exemple, si on regarde les politiques sociales et environnementales et l'impact, on voit la gouvernance, on regarde la traçabilité, on regarde également les évaluations, les médiations qui sont effectuées grâce à des audits et il y a des spotlight issues qu'on regarde également. Donc, la bonne nouvelle cette année, pour la première fois, on a vu quelques marques qui sont au-dessus de 70%. Donc, mais de manière générale, la moyenne, c'est 250 marques. Il n'y a que 23% qui font parmi les 250 marques qu'on a évaluées en 2019. Donc, quand on regarde le tableau de façon globale, donc il n'y a que 23% de ces marques et la plupart des marques, ce ne sont pas seulement les marques peu chères, mais il y a quelques marques de luxe également qui ne dévoilent rien, aucune information. Donc, on voit que certains des résultats sont assez choquants. Quand on parle de la pollution plastique, par exemple, j'ai vu cette année l'urgence de la pollution plastique et le problème qu'il représente. Et je m'attends à voir de véritables actions venant de l'industrie, parce qu'il y a seulement 23% des entreprises qui expliquent ce qu'elles font pour pour éviter la dispersion des microfibres dans la nature. Et donc, il y a peu de marques qui publient les progrès effectués par rapport au plastique. Donc, je pense que quand on regarde la crise du COVID-19,
Et quand on met en lumière toute la consommation, la production, et qu'on a entendu parler de l'industrie du textile qui s'entasse dans les entrepôts, eh bien, qu'est-ce qui va se passer avec tous ces stocks lorsque toutes les marques publient des informations sur les étapes qu'ils franchissent pour éviter le gaspillage de vêtements? Eh bien, explique ce qu'elles font pour développer des solutions circulaires qui permettent au textile d'être recyclé. Donc, nous avons besoin en urgence de voir plus d'actions et plus d'ouverture, de transparence. Merci. Un chiffre aussi que j'avais vu dans ce Fashion Transparency Index, c'est que 16% des marques publient leurs émissions de CO2. Donc voilà, on est encore très loin du compte à ce niveau-là. On va parler justement, vous l'avez mentionné, Carrie Somers, du Covid et de son effet sur le secteur de la mode et du textile. Je vais commencer par vous, Thomas Hurriez, sur les… Donc, on a vu là, dans la présentation que j'ai faite des enseignements de ce rapport, les prises de position qui se sont multipliées pendant le premier confinement. Alors, j'aimerais avoir votre point de vue sur, dans le monde des marques et des producteurs, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ces derniers mois, que ce soit des véritables changements, des prises de conscience? Et puis après, je poserai la question à Carrie Somers pour les consommateurs et puis à Mirela Orlovic pour les étudiants. Alors, je vais vous répondre. Juste avant, je voulais faire un petit crochet par le greenwashing. Ah. C'est terriblement frustrant et c'est indigne en fait de faire ça, c'est vraiment nul. Mais, il y a un mais, c'est que moi j'ai commencé à faire de la mode éthique il y a 13 ans. 1083, ça a démarré par une boutique à Romans-sur-Isère, notre ville de 30 000 habitants. Et la mode éthique il y a 13 ans, c'était ultra marginal, c'était presque folklorique, avec des vêtements qui étaient un peu péruviens, tout ça. Eh bien, il n'y a rien de pire que d'être marginal. Et du coup, de voir toutes ces marques raconter toutes leurs vertus, quelque part, ça accélère la prise de conscience des consommateurs. Donc moi, je remercie le greenwashing parce que en greenwashant, les marques, elles accélèrent la transition des consommateurs et elles s'engagent parce que c'est quand même de plus en plus difficile de baratiner, notamment grâce aux réseaux sociaux. Donc, c'est vrai c'est très énervant, c'est très frustrant et c'est pas bien. Mais c'est bien pire quand on l'a vécu d'être marginal. Et là, avec les mêmes idées, nos idées deviennent mainstream. Donc ça, c'est quand même cool. Et c'est un peu comme le Black Friday. On ne l'a jamais fait, on ne le fait jamais, on le dénonce chaque année. Mais ça devient tellement n'importe quoi le Black Friday que là, aujourd'hui, c'est trop. Et donc, il y a un mouvement de contestation du Black Friday qui est très bien parce que ça amène les consommateurs à raisonner. Donc voilà le petit crochet que je voulais faire pour parler de greenwashing. Sur la partie Covid, en fait, comme toutes les crises, la crise du Covid, c'est un accélérateur. C'est-à-dire que les business, les marques qui étaient sur des organisations, des process, des filières inéluctablement malsaines, et ben en fait, se dirigeaient vers un mur. Et les projets qui se construisaient de manière inéluctablement saine, et ben en fait, aller sur le bon chemin en quelque sorte. Et là, la crise, ça accélère tout. C'est-à-dire qu'en fait, les enseignes qui n'avaient pas trop un bon positionnement et qui n'avaient pas trop grand-chose d'engageant à proposer aux consommateurs, autre chose que le prix en fait, mais sur le prix, il y a toujours moins cher en quelque sorte. Il y a toujours, on n'est jamais le meilleur en quelque sorte. Et ben du coup, ces enseignes-là se prennent un mur économique avec de plus en plus de consommateurs qui consomment moins. Et comme ces consommateurs consomment moins et qu'ils ont envie de consommer avec du sens, donc mieux, et ben pour toutes ces marques qui étaient sur le bon chemin, en quelque sorte, et ben elles ont un arrivage de nouveaux clients qui se disent bon, j'en ai marre d'acheter de la merde à 30 €, à 100 €, de toute façon, c'est le même jean. Quand on regarde l'étiquette de prix, et ben, il y en a un à 100 balles, un à 30 balles. On croit qu'ils sont différents, mais si on regarde l'étiquette de composition du jean, on s'aperçoit qu'en fait, ils sont faits au même endroit avec les mêmes matières premières. Donc, en fait, les consommateurs commencent à comprendre ça. Ils commencent à comprendre qu'avec sa carte bleue, il a le pouvoir de redévelopper l'industrie locale. Et c'est d'autant plus important
qui s'est aperçu qu'on avait tant de mal à fournir la population d'un produit hyper technique, hyper compliqué, un carré de tissu avec 2 élastiques. Et donc, de voir qu'on est à ce point incapable de se protéger avec un truc comme ça a fait faire prendre conscience à plein de consommateurs qui se disent bah, « Ok, maintenant avec ma carte bleue, je vais participer à la relocalisation. » En France, en Italie, partout dans les pays, ça se produit. Et donc, la crise est faire ça. Et donc, comme nous, on a 2 activités, une activité industrielle et une activité commerçante, eh bien, l'activité commerçante 1083 a accéléré sa croissance. Et par contre, l'activité industrielle, c'est-à-dire celle qui tisse pour 1083 du jean, mais qui tisse aussi pour plein d'autres clients conventionnels, elle est en repli à cause de la crise du Covid. Et donc, on est dans la mutation d'un modèle à l'autre. Et comme toute crise, il y a des opportunités, c'est des changements. Et donc, à nous d'être agiles pour essayer de créer l'économie la plus durable, la plus saine possible, fort de cette crise-là. C'est horrible pour tout le monde, c'est soudain, c'est déstabilisant, mais ça offre une opportunité de prise de conscience qu'il faut travailler, marteler, optimiser pour être beaucoup plus fort après qu'avant. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Merci beaucoup. Et du point de vue des consommateurs, justement, Carrie Somers, vous avez récemment, avec Fashion Revolution, conduit un Consumer Survey. Donc, si j'ai bien compris, c'était cet été, donc après les premières mesures de confinement. Est-ce que vous pouvez voir dans les résultats de ce sondage un effet Covid sur les habitudes ou les volontés de consommation des consommateurs? Yes, well, we conducted our first Quand nous avons fait notre première étude il y a 2 ans, parmi 500 participants, eh bien, sur les 5 marchés les plus grands, l'Allemagne, la France, l'Italie, la Grande-Bretagne, France, Espagne, nous avons fait une enquête de suivi en fait cette année dans les mêmes pays, en posant les mêmes questions ou des questions légèrement différentes avec des variantes. Eh bien, le rapport devrait sortir un peu plus tard au cours de ce mois. Donc, je ne peux pas vous parler des comparaisons, mais il y a eu des résultats très intéressants. Donc, 62% des personnes ont dit qu'ils portent leurs vêtements pendant au moins plusieurs années, mais cela semble varier dépendant des pays. Donc, 71% des Anglais portent leurs vêtements pendant plusieurs années, alors que 39% des Italiens le font seulement. 48% des personnes en globalité portent leurs vêtements jusqu'à ce qu'ils partent en miettes et 53% des personnes donnent leurs vêtements usagés ou dont ils ne veulent plus à d'autres personnes et 62% des femmes par rapport à 44% des hommes. Donc, il faut encourager les populations d'hommes à donner leurs vêtements à des œuvres de charité, par exemple. Donc, j'ai été étonnée de voir qu'il n'y avait que 14% des personnes qui avaient essayé d'acheter des vêtements d'occasion au cours des derniers mois. Donc, on entend tellement parler de cette augmentation, cette tendance de ces marchés de la revente des vêtements d'occasion. Donc, ce qui est plus encourageant, c'est que 31% des personnes au cours des dernières années ont essayé d'acheter des vêtements qui sont créés pour durer. Donc, seulement 9% des personnes n'ont pas acheté de vêtements du tout au cours des 12 derniers mois. Quand on regarde, quand on parle du lavage, Mirella a dit un des impacts sur les consommateurs, on sait que laver à 30 degrés va réduire l'empreinte de carbone très largement et 40% seulement des personnes sont d'accord pour le faire. C'est intéressant parce que ce chiffre montre les différences entre générations avec 25% des personnes de 16 à 24 ans qui lavent à 30 degrés et plus de la moitié des cinquantenaires et plus qui le font. Donc, il faut acquérir plus d'éducation auprès des jeunes. Donc, il y a des produits chimiques dans nos vêtements et j'étais choquée de voir que seulement 60% des personnes répondant ont dit qu'ils
se préoccupent de savoir si leurs vêtements ont été produits de manière chimique ou pas. Il y a un manque de connaissance de ce que ces éléments chimiques peuvent faire à nos corps, à ceux des enfants, et le fait qu'ils restent dans notre corps, dans nos organismes, et les dangers que cela représente. Donc, j'espère que notre rapport va être publié un peu plus tard ce mois-ci et que ça pourra aider. De vos deux réponses, Carrie et Thomas, j'ai l'impression que le Covid, la crise du Covid a en tout cas accéléré des tendances qui étaient un peu déjà à l'œuvre, mais qu'on est encore loin du compte de ce qu'il faudrait pour avoir une trajectoire durable. Mirella, qu'en est-il du futur du secteur de mode et du luxe? Vous enseignez à Sciences Po justement en Sustainable Luxury and Marketing. Est-ce que vous avez vu un changement dans les volontés de vos étudiants après le Covid de ce point de vue-là? Absolutely. Just a little, I have to react Oui, to Thomas. tout à fait. Je dois réagir à Thomas, que j'invite et j'encourage à me rejoindre pendant une session d'1 heure sur le greenwashing, le comité de greenwashing. Je comprends tout à fait ce que vous vouliez en termes de prise de conscience pour les consommateurs, mais les consommateurs ne sont toujours pas assez informés sur la durabilité, le changement climatique, la biodiversité qui est atteinte, etc. Donc, ce n'est pas du greenwashing. Le greenwashing, c'est de faire paraître les choses positives, bonnes, durables, et il faut clairement éduquer. C'est pour ça que mon travail me rend heureuse, parce que je sais que j'aide peut-être nos leaders du futur à changer de façon de penser. Et ce que je dois vous dire, c'est qu'ils sont très inspirés par tout cela, et le Covid a rendu les choses bien plus évidentes. Ils sont inspirés par la durabilité. Par exemple, ils sont très enthousiastes par rapport à tout ce qui est digital, le tech for good. Donc, il y a la blockchain. On va voir comment cela peut aider à la durabilité. On parle également de nouveaux matériaux. Un exemple que je peux mentionner ici, on a parlé avec la Orange Fiber, une nouvelle matière, un tissu qui vient de jus d'orange, produit par le jus d'orange. Donc, Tech for Good, ça les inspire énormément. Et le cycle de vie aussi les intéresse énormément. Comment anticiper aujourd'hui la façon dont votre produit va peut-être être réutilisé par une autre personne. Donc, le cycle de vie. Et cela me rend très confiante. Et ils ne voient pas, ils prennent la durabilité comme une source, comme un défi, et pour être encore plus créatifs, plus intelligents. Et durant le dernier cours, nous avons accompagné une start-up où ils utilisent du plastique recyclé, et la start-up était très heureuse parce qu'ils ont apporté des idées très intéressantes. Et donc, voilà, c'est un signe positif. Ils sont ouverts et ça les rend encore plus intelligents qu'avant. Donc, j'aimerais clore avec une note positive. Et bien sûr, il faut continuer à aller de l'avant dans cette direction. Merci. Question de l'audience et du public pour terminer cette table ronde. Alors, tout d'abord, une question de Gabriel Stan qui demande où en est le recyclage. Donc, je vais simplement rappeler les chiffres que j'ai donnés au tout début de cette intervention, que 13% des habits jetés sont recyclés, mais dont seulement 1% sont recyclés, 1% sont recyclés en nouveaux habits et 12% sont downcycled, c'est-à-dire recyclés en produits de moins bonne qualité. Une autre question de Alana. In a world where we have enough existing clothes, dans un monde où on a assez de vêtements pour les prochaines générations, comment est-ce qu'on équilibre les besoins des gens et le désir de créer avec une réduction de la production?
prendre cette question. Donc, Carrie, I think that's a really interesting. Alors, je crois que c'est une question très intéressante parce que comment équilibrer les besoins par rapport à ceux des travailleurs, ce qui est essentiel avec l'environnement. Quand on parle aux personnes qui travaillent dans l'industrie textile, alors il y a une enquête qui a été faite. Eh bien, ils nous ont dit, vous savez, notre vie dépend de notre travail dans ce domaine. Donc, bien sûr, il faut trouver plus d'indépendance pour les femmes, pour les minorités. Mais il faut trouver un bon travail, un travail digne, un travail respectueux, avec de bons salaires qu'on puisse vivre. Et les index, parfois, sont choquants lorsqu'on voit ce que les marques font pour faire de l'argent parce qu'ils payent leurs employés. Donc, si on pouvait mesurer la stratégie ou la feuille de route par rapport à ce que gagnent les ouvriers sur ces chaînes de travail dans l'industrie textile, c'est parfois choquant. Donc, je crois que tout le monde sait que maintenant, les directeurs de ces entreprises s'enrichissent. On voit beaucoup de marques, en tout cas en Grande-Bretagne, qui gagnent énormément d'argent, mais les producteurs souffrent parce qu'il y a des commandes qui sont annulées et tout ce qui a été produit s'est arrêté en fait, en avril-mai. Et parfois, il faut qu'ils empruntent de l'argent pour pouvoir continuer, pour pouvoir payer les employés. Donc, tout est… Et donc, il faut voir un rééquilibrage de tout ça et que les salaires soient plus adaptés également. Il faut bien sûr travailler de façon plus durable avec des matériaux qui durent, mais ça va être difficile, ça va être très compliqué de trouver cet équilibre-là. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Carrie. Donc, parce que la mode vit de ce renouvellement perpétuel et la digitalisation, Instagram, tout ça met en valeur tout le secteur de la mode. Donc, il va falloir vraiment trouver un outil pour remettre les compteurs et par rapport à la chaîne d'approvisionnement, bien sûr, les clients, les consommateurs progressent, mais acheter des choses lors du Black Friday, ça n'améliore pas vraiment les choses, puisque il faut voir quelle est la cause racine et s'y attaquer. Moi, je voulais réagir aussi deux choses. Quand on regarde à Romans, on a le Musée international de la chaussure, où on a des millénaires de chaussures sur place. Et en fait, quand on regarde les premières chaussures, elles n'ont rien de pratique, rien d'utilitaire. En fait, on croit que s'habiller, c'est pour ne pas être tout nu ou pour ne pas avoir froid. En vérité, quand on voit les premières chaussures, alors pour les femmes, pardon de caricaturer, elles sont ornées de bijoux pour être plus belles, plus reines, etc. Et pour les hommes, pardon de caricaturer aussi, elles sont plus grandes pour que le chef soit encore plus chef. Donc en fait, le besoin de la mode, il répond à un besoin primaire qui est de se parer. Et quand on était tous tout nus et qu'on vivait dans des grottes, et ben en fait, déjà on se parait de bijoux, de tentures et de vêtements, alors qu'on n'en avait pas besoin physiologiquement. Donc en fait, ce besoin physiologique, le besoin archaïque de la mode, il est identitaire, il n'est pas physique en quelque sorte. Et donc quand on comprend ça, on se rend compte que la réponse, elle ne peut pas seulement être raisonnable, parce qu'en fait sinon, eh ben, on ne répond pas aux besoins identitaires, donc on ne va pas empêcher aux gens finalement d'être plus raisonnables. Ça veut dire qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire qu'il faut apporter une réponse identitaire plus puissante avec l'alternative qu'avec la situation actuelle. Et donc à mon sens, le levier le plus impactant, c'est le plaisir. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à exciter les consommateurs avec un plaisir lent, très intense, qui remplace une succession de petits plaisirs de merde, pardon pour le mot, mais où on achète des bricoles à droite à gauche. Et en fait,
on est comme dans une frénésie de consommation, mais avec des micro-plaisirs qui s'enchaînent les uns derrière les autres, mais qui n'ont rien de profond et rien d'exaltant. Et donc, c'est à nous de créer des aventures, des projets, des filières exaltantes pour quelque part décontaminer les consommateurs de cette petite drogue quotidienne de l'achat compulsif. Donc, c'est à nous d'être bons et surtout de donner beaucoup de sens à ce que l'on fait, de rencontrer les gens, et la proximité dont je parlais au début est, à mon sens, un levier génial pour donner du sens à cette fameuse bouteille de vin ou alors à ce vêtement dont on aura vu les hommes et les femmes qui l'ont fabriqué et auquel du coup on sera attaché. C'est aussi pour cette raison, par exemple, qu'on a lancé là, il y a 15 jours un livre pour se fabriquer son propre jean à la maison. Si vous relevez le défi de fabriquer votre jean, ça ne sera pas du tout rentable. Vous allez mettre 10-15 heures et il y a une chance qu'il ne soit pas parfait. Mais comme c'est vous qui allez le faire, vous allez être tellement attaché à ce jean que vous allez le porter, vous allez le montrer et vous allez le garder très longtemps, beaucoup plus que le jean que vous avez acheté à 20 € et qui n'a aucun sens pour vous parce qu'il ne vous touche pas. Donc, le but du jeu, c'est vraiment de toucher les gens et c'est d'amener de l'émotion dans la consommation pour remplacer cette consommation un peu creuse. Merci. On arrive à la fin de l'atelier. Juste pour finir, peut-être en 3 mots, ce que vous retenez de ce bilan Climate Change et ou de cette discussion. Je ne sais pas qui veut commencer, Mirella, ou vraiment rapidement parce qu'on est déjà en retard. Pardon, j'étais en train de lire les questions. C'était ta question, s'il te plaît, Samuel. Excuse-moi. Je disais en 3 mots pour finir, qu'est-ce que vous retenez de notre rapport ou de cette discussion? Pour moi, la conclusion est que cela montre à nouveau comment l'approche holistique dont nous avons besoin afin de trouver les bonnes solutions, l'échange, on voit les différentes visions apportées et mises sur la table aujourd'hui. Il va falloir, bien entendu, le coronavirus a changé les choses. Ça a été une année très difficile. Il y a des distributeurs, des marques qui vont fermer leurs portes. Donc, il va falloir voir comment peut-être sécuriser les choses pour ces personnes qui auront peut-être perdu leurs emplois et voir comment les aider dans leur travail. Et finalement, il y a un peu d'idées positives. On a eu les dynamiques, les exemples de start-up, de nouvelles actions. Ce qu'il faut, c'est encore accélérer les choses. Voilà pour moi les leçons les plus importantes. Alors, je dirais qu'il faut parler en tant que consommateur pour mener au changement. On sait que les marques écoutent leurs clients. On sait qu'on a un slogan: découvrez les choses et faites-en quelque chose. Donc, il faut, pour répondre aux questions, on a des hashtags. Qui a fait mes vêtements et quelles sont les composantes de mes vêtements? Quels sont les éléments utilisés? Est-ce qu'il y a des éléments chimiques? Qui les a faits? Il faut commencer à poser ces questions et voir ce que l'on peut en découvrir. Merci. Je n'ai pas entendu la parole. Merci, bye. Pardon, il y a quelqu'un qui a parlé en même temps. Je vous demandais si vous vouliez avoir le mot de la fin. Ah non, je ne le mérite pas, tout le monde le mérite, mais non, moi ce que je trouve, c'est que la dynamique est très forte. Ce que je retiens de cet échange, alors personnellement, c'est que j'ai vraiment des progrès à faire en anglais et je remercie les traducteurs et traductrices, enfin des femmes en l'occurrence. Et non, la dynamique collective est géniale. Encore une fois, il y a 13 ans, quand j'ai démarré, on était super marginaux. Il y avait quelques boutiques éthiques en France avec des marques très ethniques et ce n'était pas forcément très séduisant. Là, aujourd'hui, c'est vraiment devenu mainstream.
Et donc, continuons, ne lâchons rien, élargissons l'offre et aidons ces consommateurs à consommer toujours mieux, donc toujours moins. Merci beaucoup. Eh ben, on va pouvoir clôturer cette discussion et en même temps qu'on clôture cette discussion, on clôture une riche semaine de débats climate change. Il y a eu donc 7 débats depuis mardi. Donc peut-être que toute l'équipe peut allumer sa caméra et même tout le monde. Merci à tous pour votre participation en tout cas. Merci à l'équipe. Et bon, en l'absence de photos de famille en présentiel, ce sera un screenshot de famille. Ah, magnifique. Merci à tous d'avoir. Et on retiendra que pour Antoine, il faudra qu'on t'achète un autre fournisseur d'Internet. Merci à tous. N'hésitez pas à